Quoique cette brusque retraite de la maladie fût inespérée, nos concitoyens ne se hâtèrent pas de se réjouir. Les mois qui venaient de passer, tout en augmentant leur désir de libération, leur avaient appris la prudence et les avaient habitués à compter de moins en moins sur une fin proche de l'épidémie. Cependant, ce fait nouveau était sur toutes les bouches, et au fond des cœurs s'agitait un grand espoir inavoué. Tout le reste passait au second plan. Les nouvelles victimes de la peste pesaient bien peu auprès de ce fait exorbitant. Les statistiques avaient baissé. Un des signes que l'ère de la santé, sans être ouvertement espéré, était cependant attendu en secret. C'est que nos concitoyens parlèrent volontiers dès ce moment, quoique avec des airs de l'indifférence, de la façon dont la vie se réorganiserait après la peste. Tout le monde était d'accord pour penser que les commodités de la vie passée ne se retrouveraient pas d'un coup et qu'il était plus facile de détruire que de reconstruire. On estimait simplement que le ravitaillement lui-même pourrait être un peu amélioré, et que de cette façon on serait débarrassé du souci le plus pressant. Mais, en fait, sous ces remarques anodines, un espoir insensé se débridait du même coup, et à tel point que nos concitoyens en prenaient parfois conscience et affirmaient alors, avec précipitation, qu'en tout état de cause, la délivrance n'était pas pour le lendemain. Françaises, Français, mes chers compatriotes, étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. Mais nous avons fait face. En France, comme partout ailleurs, nous avons donc dû parer à l'urgence, prendre des décisions difficiles à partir d'informations partielles, souvent changeantes, nous adapter sans cesse. Car ce virus était inconnu et il porte encore aujourd'hui beaucoup de mystères. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés. Gouvernement, collectivités locales, industriels, associations. C'est une blague ou quoi? Mais je mesure pleinement que lorsque l'on est au front, il est difficile d'entendre qu'une pénurie mondiale empêche les livraisons. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Ces respirateurs si précieux en réanimation. Grâce à ces efforts, nous saurons faire face. Et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. On réglera les questions d'argent plus tard. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. À la boulette. Très souvent, ce qui semblait impossible depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. On a repoussé les limites, là. Plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si oui ou non l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Dès mercredi, le Conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu'il le faudra. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Vous êtes celui ou celle que vous devez être. Parfait, donc, avec vos fragilités, avec vos faiblesses. Vous êtes en train d'apprendre à accepter vos équilibres et vos déséquilibres. Elle avait juste dit non. Mais pour lui, c'était comme si elle avait dit
comme la fin du monde. Quand on a, comme lui, passé sa vie à la regarder, à l'écouter, à la sentir, quand on a attendu depuis toujours de sa part un mot doux ou un nom, comme un couteau. Cela le rendit triste. Pourtant ce n'était qu'un nom. Ça ne voulait rien dire. Pourtant ce n'était qu'un nom. Ça ne voulait rien dire. Mais c'était un chagrin. Ou plutôt, il aurait aimé que ce soit un chagrin, car au fond, il savait. Il avait envisagé cette réponse depuis longtemps. Elle aurait pu dire oui hier, mais aujourd'hui, ce n'était qu'un nom qu'elle avait le droit de prononcer entre ses deux lèvres pulpeuses. Non, avait-elle dit. Je ne... Qu'elle avait un... Non, avait-elle dit. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas venir jouer avec toi. Alors, pour se venger, l'enfant se mit à pleurer.
pas particulièrement à votre respiration. Et laissez-la telle qu'elle est. Laissez-vous aller un peu plus à chaque respiration. À chaque Français de se procurer un masque grand public. Merde, pas réussi encore. Je voulais en faire 15 et j'ai fait 14. Ok. Bah du coup pendant ça, moi je fais ça. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Bah, il est toujours voilà pas donc ça, le moment où nous devons dire à la France comment notre vie va reprendre. Depuis le 17 mars dernier, notre pays vit confiné. Qui aurait imaginé il y a seulement 3 mois la place que ce mot allait prendre dans notre débat public? Et non, là c'est abdos tout pour toi, ménage. Ce confinement a été un instrument efficace pour lutter contre le virus, pour contenir la progression de l'épidémie. Le confinement aura permis d'éviter au moins 62 000 décès sur un mois et 105 000 lits de réanimation auraient manqué en l'absence de confinement. Or, nous savons, par l'intuition ou par l'expérience, qu'un confinement prolongé au-delà du strict nécessaire aurait, Alors, pour la nation, Pas du des tout. conséquences gravissimes. Écroulement. Je n'emploie pas ce terme au hasard, tu mesdames et laisses messieurs te les détendre, députés. fais-le plus doucement. On me reproche bien plus souvent la litote que Voilà. l'exagération. Des gadets, hein. Ça change rien du tout. Il nous faut donc, progressivement, prudemment, mais aussi résolument,
procéder à un déconfinement aussi attendu que risqué et redouté. L'objectif du gouvernement est de présenter à l'Assemblée nationale, et grâce à elle aux Français, notre stratégie nationale, c'est-à-dire les buts que nous recherchons et la façon dont nous allons procéder pour les atteindre à compter du 11 mai prochain. Burpees. Toute stratégie repose sur des constats. Vivre avec le virus, agir progressivement, adapter localement. Voilà les 3 principes de notre stratégie nationale. À partir du 11 mai, sa mise en œuvre va reposer sur le triptyque protéger, tester, isoler. Félicien, mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeune comme un grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser. Protéger d'abord. Protéger, c'est éviter d'être infecté par le virus ou d'infecter les autres. Brillant jeune homme, ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Justement, faut savoir l'oublier, hein. C'est pas du tout gentil, on peut faire. Monsieur Fernand, s'il vous plaît. Allez, hop. Soit les manières gagneront ce que l'affection y perdra. Eh ben, c'est ça, c'est vraiment. Allez. Ça me les brisait. Et inspirez profondément par le nez, puis expirez par la bouche. J'ai envie de rugir à ma fenêtre, comme un lion dans sa cage qui s'ennuie, s'énerve et s'afflige. À force d'écouter la radio, de lire le journal, de regarder la télévision, le trouble vient sonner sa zizanie. J'ai envie de rugir sur mon canapé, de tout griffer, de cuire à la coudoir, comme un lion dans sa cage qui comprend qu'on s'est moqué de lui, et que les applaudissements étaient pour son dresseur, pour le coup de fouet et non pour l'effort, encore moins pour lui. Comme un lion dans sa cage qui n'a pour s'occuper qu'à regarder dans le miroir sa crinière pousser et attendre que ses griffes repoussent aussi. J'ai envie de rugir au fond de mon lit, de valdinguer les plumes de l'oreiller, comme un lion qui s'endort dans sa cage, en sachant que le lendemain tout recommencera pareil, les pirouettes et les coups de fouet, les applaudissements aussi. Il mangera le même repas, avec le même dégoût, toujours gavé, du plastique dans les nerfs, du sang et du bœuf, point de soupe et point de fromage. Plus de gâteau non plus. Comme un lion qui tout seul se complaît à entendre le gargouillis de son ventre. J'ai envie de rugir dans mes rêves aussi, de poser une bombe sur la terre, qu'elle explose, et de tout reconstruire comme un puzzle, sans les pièces en trop qu'on a voulu serrer dans les moindres parcelles du vide. Comme un lion dans sa cage, qui regarde le triste paysage, et qui le peint à sa façon, en attendant la fin du spectacle, qu'est la vie. Le cirque n'est même plus spectaculaire, la vie non plus. Alors, dans la cage nous rêvons, et nous recréons le monde dans notre tempête. Tempête sous la crinière. J'ai envie de rugir, de griffer, de mordre dans la chair que les années ont engraissée, rendue obèse, de la bêtise qui étouffe les nerfs du courage et les organes de la vie. Ma colère n'a d'égal que mon ambition de sortir de ce monde, cette société ignoble, cette cage, de venger tous les domptés, de manger tous les dompteurs, les gros plats de soupe, enfin, un repas équilibré. Je pourrais sourire à nouveau, comme un lion dans sa cage qui se réveille et ouvre la porte et va embrasser sa lionne.